Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy, merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on parle de dyslexie, mais de tous les dys en règle générale. Qu'est-ce que la dyslexie pour commencer, Doc Seb? Alors, la dyslexie, c'est un trouble spécifique des apprentissages, alors en particulier un déficit en lecture. On l'a appelé dyslexie. Alors, il y a différentes variétés de dyslexie. Ça va de la dyslexie visuelle, phonologique, profonde, superficielle, mixte. Il y a tout un tas de variantes où tous les auteurs ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et ça s'intègre dans la série des dys, donc, qui va de la dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie, etc., qui a été remis, on va dire, notamment dans le DSM-5, sur les troubles des apprentissages au sens large. Quels sont les symptômes de la dyslexie? Alors, dans la dyslexie, il y a une difficulté, notamment entre tout ce qui est phonologique, on va dire, et aussi des graphèmes, de pouvoir associer les deux. Ça apparaît souvent au début de l'apprentissage de la lecture, donc début CP, et puis souvent le diagnostic se fait souvent en CE1, CE2, donc avec un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture. Alors il y a toujours quasiment une mauvaise association entre les graphèmes, c'est-à-dire les signes écrits, et les phonèmes, c'est les sons, avec souvent une incapacité à saisir parfois un mot dans sa globalité. Et c'est vrai que c'est compliqué pour ces enfants qui ont cette difficulté, puisqu'ils déchiffrent lentement, et en plus c'est la période des grands apprentissages fondamentaux, ils font des erreurs, et c'est aussi, ça va souvent avec une dysorthographie. Pas toujours, mais là c'est le trouble spécifique des apprentissages, on va dire là de l'expression écrite. C'est bien un problème neurologique quand on parle de dyslexie. Alors, on en parle en termes de troubles neurodéveloppementaux. Alors, neurodéveloppementaux, ça veut dire que ça s'inscrit dans le processus de développement et qu'il y a quelque chose. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses notamment neurodéveloppementales qui expliquent qu'il peut y avoir des difficultés au niveau neuronal, des connexions, notamment autour de certaines aires qui ne vont pas fonctionner de la même façon. D'autres hypothèses de recherche qui sont autour d'une problématique qui pourrait être visuelle aussi, donc décodage des informations visuelles ou phonologique aussi, encore une autre hypothèse. À l'heure actuelle, on n'a pas de cause précise, on a des facteurs pluriels, on va dire, qui pourraient s'associer pour ce type de difficultés. Il est courant, en fait, d'associer la dyslexie avec l'énurésie. Courant, mais en même temps, l'énurésie peut arriver indépendamment on va dire, de la dyslexie. Parce qu'il peut y avoir aussi des difficultés, un retentissement, parfois psychologique aussi, sur de ce type de difficultés, avec aussi des problématiques psychologiques qui vont s'associer. Alors, juste pour revenir autour de la question neurodéveloppementale et pas neurologique uniquement, c'est que si c'était que neurologique, il y aurait vraiment une aire touchée, par exemple. Il y a des pathologies neurologiques, par exemple l'aphasie, l'aphasie de Wernicke, de Broca ou autre, où là, il y a une lésion qui est vraiment identifiée. Quand on dit neurodéveloppemental, c'est que ça s'inscrit dans le développement et on ne sait pas forcément si c'est une cause directe de la maladie ou de la pathologie ou une conséquence. Dysfonctionnement, on n'a pas forcément ce trouble identifié comme neuroanatomique, par exemple. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Alors, quand on parle de dyslexie, on parle de dysorthographie. Donc là, ça concerne le problème de la lecture, le dyscalculie, pour forcément les mathématiques, tout ce qui est calcul, chiffres. Mais la dysphasie est-elle un trouble du langage oral? Oui, tout à fait. La dysphasie, c'est le trouble du langage oral le plus sévère, parfois, effectivement. On l'appelle aussi l'audimutité, par exemple, chez les Québécois, nos amis québécois, quand il y a aussi une absence totale de langage ou des formes de borborigme qui font qu'on comprend quasiment pas ce qui peut être émis. Et donc, c'est aussi une pathologie neurodéveloppementale. Alors, différente, c'est comme je disais, de l'aphasie, où là, il y a vraiment une aire localisée, et différente aussi des troubles autistiques, par exemple, des TSA, du trouble du spectre autistique, où là,
on est plus dans un trouble de la communication beaucoup plus large. Il n'y a pas que le langage qui peut être touché, il y a aussi la communication non verbale, des interactions limitées et aussi des profils sensoriels particuliers. Enfin, il y a tout un profil sur lequel on pourra revenir, mais c'est une pathologie qui est, on va dire, la dysphasie qui est problématique. Alors, au niveau du langage, et contrairement, par exemple, aux troubles autistiques, eh bien, il y a une envie de communiquer, il y a une recherche de communication très forte, notamment par tous les autres registres qui sont non-verbaux ou paraverbaux. C'est des enfants qui recherchent quand même beaucoup la communication. On a également dans la dyscalculie une forme particulière, c'est que souvent les dyslexiques font les chiffres, comme le 3 par exemple, à l'envers. Oui, alors il y a effectivement des inversions, que ce soit les chiffres ou alors les lettres aussi, hein, le P, le B, enfin on a des inversions. Alors c'est pour ça qu'il y a eu des thèses, par exemple, qui expliquaient qu'il pouvait y avoir un problème au niveau de la FOVEA, au niveau visuel, c'est-à-dire comme si il y avait un effet miroir qui faisait qu'il y avait une confusion entre ces lettres ou ces chiffres ou ces symboles qui pouvaient jouer. Il y a eu aussi des hypothèses autour de la dyslexie qui concernent plutôt la question de la langue aussi, parce que en fonction des langues, il y a des langues qui peuvent être plus complexes que d'autres, on va dire à appréhender. Surtout pour les jeunes enfants. Alors, je tenais à préciser que dans la série des 10 aussi, eh bien, il faut qu'on puisse montrer quelque part qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle associée. Parce que dans les déficiences, il y a aussi des troubles du langage, il y a aussi des troubles de dysorthographie, de dyscalculie, etc. Donc, ça n'est pas lié à une déficience je dirais, avérée, même s'il peut y avoir parfois des éléments un petit peu déficitaires ou à la frange pour certaines difficultés. Par exemple, dans la dyspraxie, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un QI verbal beaucoup plus élevé, comme s'il y avait une forme de surcompensation, que le QI performance, qui est plutôt là sur des éléments visio-spatiaux plutôt. Donc, ça, c'est des éléments. Par exemple, alors qu'à l'inverse, dans la dysphasie, eh bien là, on a un QI verbal qui est très, très, je dirais, retardé. Et on va dire, on a en général un QI performance qui est un peu plus élevé. Donc ça, c'est pour avoir des éléments comme cela, je dirais, autour des 10. Et puis pour appuyer ce que tu dis, il y a de grands noms, de grands scientifiques, historiens, peintres, artistes qui étaient dyslexiques ou qui le sont toujours, puisque on guérit pas de la dyslexie, on s'adapte. Exactement. On s'adapte très bien d'ailleurs souvent quand c'est bien pris en charge et on voit des adultes, moi pour être enseignant aussi à l'université, je vois bien qu'il y a des adultes par exemple qui sont étudiants, enfin jeunes adultes et qui à force d'avoir travaillé, d'avoir compensé, eh bien finalement s'en sortent parfois mieux que d'autres qui n'avaient pas de problème au départ. Donc souvent à l'âge adulte, il y a quand même une bonne compensation qui se fait, mais ça va dépendre des prises en charge et puis des adaptations qui vont être mises en place. Alors justement, tu parlais de dyspraxie, qui est un trouble de la coordination du geste, c'est bien ça? Oui, alors la dyspraxie, en fait, c'est des enfants qui ont des difficultés au niveau de la motricité, et en particulier de la motricité fine, d'associer, de coordonner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met dans les troubles de la coordination aussi. Ils ont des difficultés motrices pour tout un tas je dirais, de raisons. Alors, avec des difficultés à planifier, à programmer, à coordonner leurs gestes, souvent complexes. D'ailleurs, pour certains, ça peut se manifester par ce qu'on appelle des dyspraxies à l'habillage. Ils n'arrivent pas forcément à s'habiller correctement, sachant que, par exemple, mettre des boutons, c'est pas évident quand on est dyspraxique et qu'on ne sait pas coordonner ses mains. De même que le laçage, quand on fait ses lacets, ses chaussures, c'est toujours une épreuve très compliquée pour même des anciens dyspraxiques. Donc, c'est toutes ces problématiques de motricité fine et aussi parfois globale. On le voit chez certains enfants qui sont dyspraxiques, qui vont compenser par d'autres moyens, souvent par l'oralité, par des compensations comme celle-là, qui vont les amener quand même à s'en sortir quand même assez bien malgré tout.
hein, surtout maintenant avec les adaptations qu'on a, souvent un peu plus facilement que la dysphasie, par exemple, hein, qui je dirais, est bien prise en charge aussi, mais c'est sûr que quand on touche la question de l'oralité et de l'échange dans la relation, bah, c'est un peu plus handicapant en réalité, hein, même si ça se compense aussi bien avec des bonnes prises en charge. Alors, Doc, pourrait-on dire que finalement la dyslexie est un handicap cognitif? Alors, ça va jouer sur sur différentes sphères. Alors, d'un point de vue cognitif, il n'y a pas de déficience cognitive, hein, mais il y a une autre manière, une autre modalité d'appréhender, notamment tout ce qui est autour du symbolique et de l'écriture en particulier, et de la lecture aussi. Donc, je dirais pas que c'est un déficit, je dirais que c'est une autre façon, une autre modalité finalement d'envisager les choses et de les percevoir, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, avec des bonnes adaptations, j'ai envie de dire ça, la plupart s'en sortent assez bien quand même. Et je pense que c'est important d'ailleurs aussi de pas trop identifier les enfants à leurs symptômes ou leurs syndromes, parce que finalement, à force, ils finissent par, je dirais, je dirais, aller dans ce sens-là. C'est important de le prendre en compte, mais avant tout de les considérer comme des enfants, des adolescents, voire des jeunes adultes en développement. Alors, lorsque on parle de dyslexie, on a parlé de dysorthographie, de dyscalculie, de dyspraxie et de dysphasie. Mais pour tous ceux qui cumulent, comment ils s'en sortent? Alors, c'est fréquent qu'il y ait des associations. Par exemple, une des associations les plus fréquentes, c'est dyslexie et dysorthographie, puisque ça va quand même ensemble, le trouble de la lecture, mais aussi au niveau du déficit de l'expression écrite. Bon, après, on peut avoir aussi une dyscalculie qui va s'associer. Eh bien, il va falloir traiter et travailler sur des modalités d'accompagnement qui vont faire qu'on va organiser, séquencer les choses, je dirais, de manière à ce que on facilite d'un point de vue pédagogique et psychopédagogique l'apprentissage. Hein, d'ailleurs, c'est aussi pour ces raisons que depuis vingtaine d'années maintenant, il y a des accompagnements, mais aussi des projets d'accompagnement qu'on appelle personnalisés, hein, ou PAI aussi dans les écoles, pour faciliter, pour qu'il y ait une prise en compte aussi du handicap dans l'inclusion, hein, qui ne soit pas, je dirais, stigmatisé, ostracisé pour ces raisons, parce que, évidemment, ils ne le font pas exprès. Alors que parfois, il y a je dirais, des pédagogues ou des personnes qui ne sont pas au fait de ces questions-là et qui pourraient penser qu'il y a, on va dire, un manque de motivation, une paresse, etc. Sachant que ces troubles amènent quand même à une fatigabilité. Hein. Le fait de devoir toujours compenser, que ce soit par rapport aux lettres, aux symboles, de pouvoir mettre en place des systèmes d'adaptation, ça amène quand même souvent une fatigabilité chez ces personnes, hein, qui présentent ces troubles-là. Alors, il est vrai, et ça c'est important de le souligner comme tu le faisais, qu'on évolue sur la dyslexie. En temps, on parlait des enfants sans savoir qu'ils étaient dyslexiques en disant que on leur mettait le bonnet d'âne, on les mettait au fond de la classe. Aujourd'hui, on a compris quand même qu'il y a une difficulté. Est-ce que tu pourrais dire que finalement la dyslexie est un handicap émergent? Oui, il y a une émergence de toute façon par rapport à ça. Et moi, j'ai du mal parfois avec la question du handicap, même si on peut le présenter comme un handicap, parce que il y a l'idée que ça serait fixe parfois, hein, je dirais dans la tête de beaucoup de personnes. Il faut le prendre plus comme quelque chose qui est très évolutif en réalité. En particulier la dyslexie, elle se traite quand même plutôt bien. Alors, bien sûr qu'il y a la ressource et les ressources parentales qui sont tout à fait importantes et essentielles. Je dirais dans tous les 10 d'ailleurs, hein, et dans tous les troubles, plus les parents sont impliqués, plus ils peuvent amener aussi, je dirais, des adaptations, pouvoir sensibiliser aussi leurs proches ou les pédagogues, et mieux ça fonctionne. Après, il y a aussi beaucoup d'évolutions qui se sont faites, notamment autour de logiciels, par exemple, d'adaptation. On sait que pour ces enfants, c'est important de pouvoir adapter, qu'il y ait à la fois le langage écrit, on va dire, mais aussi oral.
par exemple avec les logiciels de speech to talk, etc. Ça peut faciliter. De même qu'en facilitant aussi autour de souligner, par exemple, avec certaines couleurs, d'aérer un peu le texte, de pouvoir aussi faire de la remédiation cognitive, par exemple, ou aussi ce qui fonctionne bien, c'est des groupes aussi d'échanges ou de paroles qui peuvent se faire dans des unités plus spécialisées sur les 10, voire même un suivi aussi psychologique pour certains qui en ont besoin, parce qu'il peut y avoir aussi une atteinte autour de l'estime de soi, dans ces problématiques autour des 10, le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur des autres, qu'on n'arrive pas forcément, qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts que la moyenne pour arriver à des résultats. Donc il y a aussi cette nécessité. Donc bien sûr que c'est émergent, et je dirais que ça reste quand même un trouble, je dirais parmi je dirais la dysphasie et d'autres, ça reste un trouble qui est quand même beaucoup plus malléable encore, quand même. Tout à l'heure, tu parlais de PAI, on parle aussi de MDPH, puisque toutes ces démarches que tu exprimes depuis tout à l'heure sur la prise en charge de l'enfant passent aussi par la MDPH. Le PAI est une façon de mettre les choses en place au niveau scolaire, mais comment faire un bilan pluridisciplinaire, Doxem? Alors, pour un bilan pluridisciplinaire, alors qui dit pluridisciplinaire dit plusieurs praticiens et spécialistes. Et c'est tout à fait important parce que parfois on peut avoir une vision réductrice quand on n'est que dans une approche. Et ce qui se faisait auparavant, par exemple, auparavant, il n'y avait que le médecin, par exemple, les pédiatres en particulier, ou pédopsychiatres qui diagnostiquaient. Là, c'est vrai que maintenant, il y a une idée plus générale qui semble plus pertinente, c'est-à-dire de réunir, notamment dans des unités spécialisées autour du diagnostic, il y a des centres de diagnostic qui sont spécialisés aussi, plusieurs praticiens. Et notamment dans la dyslexie, comme ça touche plusieurs, je dirais, domaines, et qu'on ne sait pas toujours exactement quel domaine va être touché et va amener ces difficultés. C'est important d'avoir déjà une prise en charge orthophonique, ou en tout cas un bilan orthophonique, ça c'est tout à fait essentiel. Aussi au niveau psychomoteur, c'est vraiment aussi très important. On peut aussi avoir au niveau de l'ergothérapie qui va faciliter aussi, notamment dans les phases d'adaptation. On peut avoir aussi des professionnels autour de l'orthoptie au niveau visuel aussi, bien entendu des psychologues, neuropsychologues qui vont déterminer aussi les aspects neurodéveloppementaux, psychologiques associés, et puis médicaux, le pédiatre, un pédopsychiatre, et puis des examens aussi complets, des examens complets. Alors, sur tout le registre sensoriel, parce que pour qu'il y ait un diagnostic de dyslexie, il ne faut pas qu'il y ait de troubles sensoriels vraiment avérés non plus. Parce que évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils entendent bien ? Parce que si on n'entend pas bien, forcément, c'est compliqué de parler, mais c'est parfois aussi compliqué de lire. Donc, c'est un exemple. Mais donc, tous les bilans aussi sensoriels au niveau visuel, auditif, etc. Et éventuellement de compléter par des bilans d'imagerie cérébrale pour voir s'il n'y a pas une association avec autre chose. Voilà, c'est cette idée de pluralité, de diagnostic pluridisciplinaire aussi amène les patients et leurs familles à les préparer à l'annonce aussi. C'est aussi important parce que c'est jamais simple quand on va devoir dire à une famille, un enfant, un adolescent, parfois qu'il présente un trouble. Ça va forcément jouer, il y a un impact. Et c'est vrai que de le préparer aussi à tout ça, et puis de pouvoir aussi après le prendre en charge rapidement, une fois qu'on a nommé les choses, déjà ça peut permettre d'éviter l'angoisse et les difficultés, mais ensuite de pouvoir enclencher des prises en charge. Et ça c'est tout à fait essentiel, des prises en charge. Alors orthophoniques, notamment, c'est quand même l'un des piliers de la prise en charge, psychomote, ergo et psychologique aussi. Pour les parents qui nous regardent et peut-être pour les rassurer pour l'avenir de leur bambin qui présente un trouble dyslexique, ce trouble 10 et l'emploi plus tard, comment ça se passe ?
Alors, il n'y a pas forcément de problématique de l'emploi. Je dis ça parce que bon nombre de dyslexiques, plus tard, arrivés à l'âge adulte, n'auront quasiment plus, je dirais, de problématiques, je dirais, significatives, même s'il y aura des traces. Hein, bien sûr, quand on leur demandera d'écrire ou parfois de lire quelque chose dans leur profession, ça pourra poser un problème. Ou quand ils seront peut-être sous une surcharge ou une pression professionnelle, ça pourra jouer. Bon, déjà, c'est important de pouvoir les aider à comprendre et à mettre en place ces stratégies et qu'ils puissent les intégrer pour eux-mêmes dans cette responsabilisation. C'est un petit peu comme pour les jeunes qui présentent des problématiques asthmatiques, qui puissent intégrer petit à petit que voilà, ils ont cette problématique, mais à partir du moment où ils la gèrent bien, eh bien, ça va bien se passer pour eux. Donc ça, c'est tout à fait important. Après, pour ceux qui resteraient touchés, particulièrement par cette difficulté et où il y aurait une forme de dyslexie sévère, très sévère, qui reste et qui demeure associée à d'autres troubles de la série des 10. Là, il peut y avoir des reconnaissances, on va dire notamment autour du handicap. Hein, c'est-à-dire de pouvoir demander une reconnaissance du handicap. Alors, c'est auprès de la MDPH, notamment, la Maison départementale du handicap. Et là, on va pouvoir, à ce moment-là, avoir cette reconnaissance et avoir un statut particulier, par exemple, de travailleur présentant ou porteur d'un handicap, qui fait qu'il y aura une facilité, par exemple, d'embauche. Hein. On sait que maintenant, il y a quand même des lois dans ce sens-là qui font qu'il y a une priorité d'inclusion pour les personnes qui sont porteuses d'handicap. Donc ça peut être une autre solution, mais qui n'est pas toujours bien tolérée par les personnes adultes non plus, notamment quand elles sont un peu à la frange du modéré à sévère, et parce que ça veut dire qu'il y a quand même une identification à un certain handicap. Hein. Donc, quand on peut s'en passer, eh ben, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Quand on doit passer par cette case-là, bah, c'est quand même important parce que ça va permettre d'avoir accès à l'emploi. Et puis, on le voit par exemple à l'université, moi je le vois aussi où j'enseigne, il y a depuis un petit moment quand même maintenant des inclusions très importantes avec des facilités, par exemple, pour les personnes qui présentent des handicaps particuliers, que ce soit pour les cours, pour, on va dire, des passages d'examen, par exemple, pouvoir utiliser un ordinateur plutôt que l'écriture libre. Bon, c'est des adaptations qui sont avoir un petit peu plus de possibilités dans ce sens-là, qui peuvent aider quand même aussi dans la reconnaissance du handicap et leur permettre de faire des belles études. On a un florilège de questions qui ont été posées par diverses personnes. On a Maude de Guadeloupe qui demande: existe-t-il un médicament pour soigner la dyslexie? Alors malheureusement non, il n'y a pas de médicament miracle pour la dyslexie en tant que telle. C'est plus une prise en charge plurielle et pluridisciplinaire qui permet une amélioration et une belle évolution. Eric de Martinique, peut-on guérir de la dyslexie? Alors, on n'en guérit pas forcément complètement, mais il y a des très belles rémissions, voire des évolutions qui font qu'elles sont quasiment asymptomatiques pour certains. C'est-à-dire que, à la limite, certains disent bah, j'ai été, vous voyez, on voit l'imparfait, j'ai été dyslexique, mais je ne le suis pas ou plus. Donc, on voit aussi quand même des très belles évolutions. Alors, on ne peut pas parler de guérison totale parce que voilà, il y a quand même des traces qui restent, mais voilà, le pronostic est quand même assez favorable. Hein. Aurore de Guyane, en souffre-t-on physiquement ou moralement? Alors, physiquement, pas forcément. Encore qu'il peut y avoir un retentissement, je dirais, sur de troubles psychosomatiques associés au stress, à l'anxiété parfois, évidemment. Donc, c'est plus une souffrance psychologique, hein, une difficulté psychologique souvent. Hein, déjà de reconnaître cette difficulté et puis ensuite par rapport parfois à des problématiques d'intégration, de réussite aussi hein, scolaire, parce que on sait quand même que pour les enfants et les adolescents, c'est, je dirais, l'un des premiers piliers, c'est leur réussite scolaire aussi, et pour les parents aussi, évidemment.
Stéphanie d'Île-de-France, dans une famille, quand un enfant est dyslexique, les autres le seront-ils également? Alors, pas forcément, même s'il y a eu quelques études sur les jumeaux monozygotes, hétérozygotes. Donc, on s'aperçoit que quand même, s'il y a des problématiques de gémellité, on a, dans certaines études, on va jusqu'à 40-50%, 70% selon certaines, enfin, c'est très variable. Mais si on a l'un des membres, par exemple, un jumeau hétérozygote, là, ça peut monter à 30-40. Bon, il y a quand même un facteur qui semble, on va dire, lié à la génétique. Hein. Sauf que c'est pas, je dirais, c'est vraiment sur des facteurs de gémellité que ça s'est travaillé et traité. On n'a pas tellement d'autres, d'autres éléments pour pouvoir le dire. Dans la plupart des familles, il n'y en a qu'un qui a un problème de dyslexie. Alors, je finirai par cette question. Serge de Nantes, peut-on devenir ou naît-on dyslexique? Alors, ça, c'est une bonne question dans le sens où on ne le sait pas vraiment, puisque ça reste justement autour d'hypothèses actuellement, plurifactorielles, comme on dit. Donc, on n'a pas trouvé le gène de la dyslexie, même s'il y a des chercheurs qui s'y intéressent et qui ont perçu qu'il y avait des gènes qui pouvaient apparaître un peu plus que d'autres. En tant que tel, en tout cas, il y a l'idée de quelque chose de neurodéveloppemental. Ça veut dire que on ne l'a pas forcément d'emblée, c'est pas comme une trisomie 21, là on sait que c'est purement génétique et on est avec. Là, on peut se poser la question. Donc c'est pour ça que je dis c'est une question intéressante parce que c'est une question presque de recherche sur cette dimension-là. Très bien, merci. Doc-Seb, on arrive à la fin de l'émission. Pour conclure, ça va être d'adapter aussi au maximum, avec notamment pas mal d'outils technologiques maintenant. Il y a quand même beaucoup de facilité quand on voit maintenant, on écrit, il y a des écritures facilitées, il y a du speech talk, il y a pas mal de choses. Donc ça permet quand même, l'ère du numérique notamment, de pouvoir aussi compenser pas mal de choses. Après la neuromédiation cognitive qui est tout à fait intéressante et importante, pouvoir aussi avoir un suivi, pour certains, ça peut être aussi important, un suivi psychologique. On a oublié la psychomotricité, qui est quand même aussi quelque chose d'important aussi. Et puis, je dirais, les parents, qui est quand même le soutien le plus important dans la trajectoire de l'enfant, qui puisse continuer à développer ses compétences et sa confiance en lui. Et moi, j'ai envie de dire qu'il puisse vivre comme tous les autres jeunes et ne pas se fixer là-dessus. Parce que c'est vrai que ça pourrait être un biais aussi, c'est de s'identifier parfois trop à son symptôme et parfois de rater un petit peu son processus d'adolescence, de jeune adulte, où parfois on a envie de s'extraire de tout ça et on a bien raison. Merci Doc-Seb. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci. À très vite. Merci Christy, oui, à très vite. Oui.